Aujourd'hui, on souligne l'anniversaire, le 22 mars 2001, de l'annonce de la mise sur pied de la Commission sur le déséquilibre fiscal par le nouveau premier ministre du Québec, Bernard Landry. Le déséquilibre fiscal, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'ADN même du Canada. L'Acte de l'Amérique du Nord britannique prévoit un partage des compétences législatives entre le fédéral et les provinces, mais aussi un partage des revenus, des ressources fiscales. Le gouvernement fédéral s'est conservé la part du lion. Le fédéral peut taxer ou mettre des impôts sur à peu près n'importe quoi. Les provinces en sont réduites seulement aux impôts directs ainsi qu'aux redevances sur les ressources naturelles. Ainsi, le gouvernement fédéral a davantage de revenus par rapport à ses responsabilités que les provinces qui, au contraire, ont moins de revenus que leurs responsabilités devraient leur en procurer. Dès 1874, on se rend compte en regardant le budget de la province de Québec que 40% des revenus de la province de Québec viennent du gouvernement fédéral. Sur 2 800 000 $ viennent du fédéral, alors que 60% viennent de ses revenus propres. C'est qu'au moment de la Confédération, le Québec a cédé 56% de ses pouvoirs d'imposition au gouvernement fédéral. Même si le déséquilibre fiscal est inscrit dans la Constitution, on s'en est rendu compte avec acuité, surtout au moment de la grande crise, lorsque les provinces et les municipalités qui dépendaient des provinces avaient du mal à faire face à la grande misère sociale. D'ailleurs, plusieurs villes ont fait faillite au Québec, notamment Montréal, à la fin de la crise en 1940. Alors, le gouvernement fédéral, preuve qu'il existe un déséquilibre fiscal, est venu renflouer les provinces et les municipalités. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement fédéral a voulu centraliser encore davantage les revenus au niveau du gouvernement central en demandant aux provinces de lui céder la totalité des impôts directs qui étaient partagés entre le fédéral et les provinces. Les provinces ont accepté pour financer l'effort de guerre. Mais après la guerre, le gouvernement fédéral a voulu rendre permanent cet arrangement de manière à ce qu'il puisse lui-même financer des programmes sociaux dans les champs de compétences des provinces. Toutes les provinces ont accepté initialement, sauf l'Ontario et le Québec. Maurice Duplessis disait qu'il n'y a pas d'autonomie provinciale sans autonomie fiscale. Et d'ailleurs, la commission Tremblay sur les problèmes constitutionnels, qu'il a mise sur pied en 1953, confirmait que la population québécoise était d'accord avec lui. À partir de 1952, le Québec était tout seul à défendre l'autonomie provinciale. Mais l'appui de la société civile québécoise a été tel que le gouvernement fédéral a dû reculer en 1956. Toutefois, le problème du déséquilibre fiscal reste entier, puisque le recul du gouvernement fédéral signifiait statu quo pour ce qui est des impôts. Alors, le gouvernement fédéral a proposé de créer des programmes sociaux administrés par les provinces, mais financés en partie par le gouvernement fédéral. Ça s'appelle les programmes conjoints. Le problème, c'est que ces programmes conjoints, financés à 50% initialement par Ottawa, imposent des conditions aux provinces. Et d'autre part, dans les années 1980-90, le gouvernement fédéral a commencé à diminuer sa contribution aux programmes conjoints, comme l'assurance maladie et l'assurance hospitalisation, laissant les provinces devant la facture. Il y a quelques solutions possibles au déséquilibre fiscal. La plus efficace, c'est celle qui fait partie des revendications traditionnelles du Québec, c'est de transférer plus de taxes et d'impôts du gouvernement fédéral vers les provinces, afin que les provinces assument leurs responsabilités avec des revenus autonomes. Et pourquoi pas tous les impôts et toutes les taxes. Mais pour ça, ça prend l'indépendance.